Je suis vraiment Prête? très heureuse d'être parmi vous ce matin pour vous présenter les résultats de cette 10e édition qui nous a encore révélé, comme chaque année, quelques surprises. Alors, 10e édition, une décennie, c'est un bel anniversaire déjà. Oui, tout à fait. Bon, et on se retrouve chaque année, donc super. Je C'est suis heureux de te toujours avec retrouver. plaisir. Bon, alors, donc 10e édition, encore une fois, bon, important, un anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau cette année dans le baromètre de la confiance des Français? Belle question. Alors, j'ai la chance de le conduire depuis quelques années. Et chaque année, au moment des résultats, je suis assez impatiente de voir quelle va être la nouveauté. La nouveauté cette année, on va d'ailleurs commencer par ça, c'est l'évolution quand même du comportement des jeunes. Alors, on en a parlé déjà à l'instant avec Monsieur le ministre, mais on va voir qu'effectivement cette année on a pour la première fois quand même depuis la naissance de ce baromètre des jeunes qui adoptent des comportements qui se détachent de ceux de l'ensemble de la population française. Et la question qu'on va se poser évidemment tous ensemble, c'est est-ce que c'est annonciateur finalement de comportements qui vont se répandre dans le reste de la population. Je cherche. Parce que les jeunes sont à l'avant-garde. Alors, la zapette. zapette ne bouge pas. Voilà. Elle est là. J'aurais dû la prendre tout de suite. Excuse-moi. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on va le voir, je vais passer rapidement sur la méthodologie. Vous la connaissez tous, hein, c'est un baromètre. Auprès de cet échantillon représentatif des Français, c'est important de parler à l'instant d'inclusion. On interroge bien tous les Français dans toutes leurs composantes. Regardez, on travaille en toute fin d'année 2022. On va retrouver des traces aussi de la période dans les résultats. Je le disais à l'instant, la grande surprise, c'est quand même effectivement cette évolution du comportement des jeunes, ce qu'on appelle les jeunes dans les enquêtes, hein, donc les 18-24 ans. Et la grande question derrière, c'est est-ce annonciateur finalement de usage que l'on va voir se répandre demain. Alors, vous le voyez ici, on a cette première question hein, sur voyez, l'usage et le recours aux sites d'e-commerce par l'ensemble de la population sur la partie gauche. Alors, sur l'ensemble de la population, vous le voyez, en 2022, on a plutôt un usage en recul par rapport aux années, notamment, on le sait, hein, de la crise sanitaire qui ont poussé évidemment ces usages de l'e-commerce. Donc, sur l'ensemble de la population, ça recule, que ce soit en général ou en termes de fréquence. Hein, vous voyez en dessous, au moins une fois par semaine. Seuls aujourd'hui, 18% des Français déclarent effectuer des achats sur les sites de e-commerce au moins une fois par semaine. C'était 23% l'année dernière. Donc, on a un retrait sur l'ensemble de la population. On va regarder hein, sur la droite cette cible effectivement des plus jeunes hein, jusqu'à 24 ans et vous le voyez, la chute elle existe aussi chez eux, le retrait existe chez eux mais de manière plus prononcée. Ce sont parmi les Français ceux dont l'usage et le recours aux sites d'e-commerce a le plus reculé cette année, donc entre 2021 et 2023. Vous voyez, on a une baisse quand même très significative pour un baromètre. Je le dis assez souvent chaque année, pour un baromètre, des évolutions de 10 points, c'est assez rare et c'est évidemment très significatif. Donc un premier chiffre qui nous montre que là, il y a quelque chose qui se passe chez les jeunes en termes d'abord d'usage finalement et notamment de recours aux sites de e-commerce. Autre élément, et c'est bien évidemment au cœur de notre baromètre, vous le savez, celui de la confiance. Où en est-on chez les jeunes? Vous le voyez, à gauche, vous avez en bleu le résultat auprès de l'ensemble des Français. Donc 61% de ces Français déclarent faire confiance dans le e-commerce de manière générale. Vous voyez le chiffre, hein, sur les 15-24, on est à 46%. Donc un gap quand même relativement net de confiance entre l'ensemble des Français et les plus jeunes qui va de pair avec ce qu'on vient d'observer, hein, un recul quand même de leurs usages aussi de l'e-commerce. Donc des questionnements hein, qui traversent cette génération, on en parle beaucoup dans les médias, il y a beaucoup de questionnements dans cette génération, il y a des questionnements sur les modes de consommation, sur les modes de vie, sur le rapport au travail. L'actualité nous en fournit beaucoup d'exemples, mais on voit aussi que cette génération est quand même aussi questionnée par son rapport aux usages technologiques, à la technologie de manière générale et aux usages digitaux. On va continuer sur toujours ces jeunes, si j'arrive à avancer. Et un petit, voilà. La grande question aussi, et la première partie de cette matinée y a fait assez longuement référence, et toujours sur le thème de la confiance, c'est la protection aussi, hein, tout ce chapitre de la protection. On voit aussi que ces jeunes qui restent majoritairement confiants dans les réseaux sociaux pour la protection des réseaux personnels le sont de moins en moins. Là encore, hein, 54% déclarent avoir confiance dans les réseaux pour protéger les données personnelles parmi ces 15-24 ans. C'est un peu plus fort que la population générale, vous le voyez. Mais là encore, hein,
large recul. Par rapport à 2021, on a 6 points de retrait par rapport au score de 2021. 6 points, encore une fois, c'est une évolution assez significative. Donc que ce soit en termes d'usage, de confiance globale ou de confiance sur la thématique de la protection des données, cette génération manifeste cette année assez clairement une méfiance plus importante. On parlait de la protection des données. Cette question porte cette fois-ci sur la régulation des contenus par les réseaux sociaux. Là encore, un thème assez largement abordé dans l'interview de ce matin par le président de l'Axel. Vous le voyez, là, la confiance, elle est très, très mesurée, hein, 51%. Tout juste une très courte majorité de nos plus jeunes disent avoir confiance dans les réseaux, cette fois-ci, pour réguler les contenus. Ils sont encore un peu plus confiants que la moyenne de la population. Hein. Seuls 36% des Français font confiance aux réseaux sur cette question. Mais là encore, hein, une confiance ténue, 51%, et surtout une confiance largement en recul, puisqu'on perd quasiment 10 points, encore une fois, sur cette question de la régulation des contenus. Hein. Donc des jeunes qui limitent leurs usages, on l'a vu en termes d'e-commerce, et qui surtout se posent des questions de plus en plus sur la capacité à accorder leur confiance dans le numérique de manière générale et sur les réseaux sociaux, évidemment de manière plus particulière, sachant que pas une surprise pour personne. Ils sont évidemment très, très, très utilisateurs des réseaux sociaux. On l'a rappelé aussi tout à l'heure. Parallèlement à ça, et là, il y a une forme de paradoxe, mais je l'ai dit, ils sont en plein questionnement, hein, clairement, depuis quelques années. Ils vont être moteurs quand même dans une forme de nouveaux usages. Hein, et on va voir que, là encore, la question va se poser de est-ce que c'est le début de quelque chose qui va se produire ailleurs dans la société, ou est-ce qu'ils vont rester finalement très spécifiques dans leur comportement. Ils sont moteurs, on le voit, dans l'achat cette fois-ci et la vente sur les réseaux sociaux. On a vu hein, cette méfiance quand même sur la protection des données, sur la régulation des contenus. En ce qui concerne l'acte d'achat ou de vente, on le voit, ils sont plutôt moteurs et plutôt pionniers. Cet achat-vente sur les réseaux sociaux concerne aujourd'hui 31% des Français, en moyenne, en général. Et vous le voyez, les jeunes déclarent à 42%, donc plus de 10 points de plus que la moyenne des Français, procéder à des achats ou des ventes sur les réseaux sociaux. On va le suivre. On va voir comment ça évolue dans le temps, mais clairement, ils sont plutôt pionniers sur ces questions d'achat et de vente sur les réseaux. Autre comportement quand même assez spécifique, et là, le chiffre est frappant, alors que 35% des Français répondent « oui, je suis abonné à un ou des influenceurs », ce chiffre s'élève à 70% parmi les 15-24 ans. Ce n'est pas une surprise non plus. Ce qui est un peu une surprise, c'est quand même l'écart hein, qui est très, très, très significatif entre cette génération et le reste des Français. Encore une fois, on va le suivre dans le temps. On verra si le gap se réduit ou si les jeunes restent effectivement très atypiques. Delphine, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Olivier. On avait le ministre là juste avant. Il y a un projet de loi, vous le savez sans doute, hein, mi-mars, je crois, qui doit être déposé sur la régulation justement des influenceurs. Donc là, peut-être que ça va resserrer un petit peu l'écart à terme. Très clairement, on a vu, hein, on parlait tout à l'heure des risques, hein, évidemment, encourus par les jeunes, voire les plus jeunes qui ne sont pas dans notre enquête, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure des collégiens des 12 ans, mais clairement, on le voit, ce qui est peut-être rassurant dans le chiffre qu'on vient de regarder, c'est que cette génération, certes, a grandi sans méfiance d'une certaine manière, mais commence aujourd'hui à se poser de vraies questions. Hein. Ils sont les premiers à dire qu'ils ont moins confiance quand même dans les réseaux sociaux, sur la protection de données, sur la régulation des contenus. Donc il y a une forme de sensibilisation manifestement qui est à l'œuvre aussi dans cette génération, et c'est peut-être plutôt la bonne nouvelle aussi. Je le disais, un nouveau usage dans cette édition très manifeste chez les jeunes, les crypto-monnaies, un vrai sujet aussi et qui sera un sujet évidemment pour les années à venir. Vous le voyez, on a posé 2 questions. Est-ce qu'on serait prêt à investir dans une crypto-monnaie, acheter de la crypto-monnaie, et est-ce qu'on serait prêt à réaliser des paiements avec une crypto-monnaie? Sur les 2 questions, les jeunes, là encore, se détachent très largement. Sur la première, est-ce qu'on est prêt à investir dans une crypto-monnaie? Un peu plus d'un quart des Français disent oui. C'est le cas de 43% des 15-24 ans. Là encore, un écart très très fort, sachant que parmi les Français, il y a plutôt un léger recul par rapport à l'édition précédente. Les jeunes, eux, tiennent bon et continuent à affirmer beaucoup plus que l'ensemble de la population qu'ils sont prêts à investir dans une crypto-monnaie.
Même résultat, hein, vous le voyez sur la droite, hein, sur réaliser des paiements avec une crypto-monnaie. Un quart des Français, là encore, disent oui, je suis prêt à le faire. C'est un petit peu en recul aussi. 44% des 15-24 ans. Donc des usages et des comportements qui, là encore, se détachent assez nettement de la moyenne de la population. Les NFT, beau sujet aussi, et sujet de l'avenir, on le sait. Alors, les chiffres sont beaucoup plus faibles. On est au tout début de l'histoire, d'une certaine manière, sur les NFT. Mais là encore, hein, l'écart est assez significatif entre nos 15-24 ans qui, à 15%, se déclarent prêts à utiliser les NFT versus, on le voit, 9% seulement des Français. Donc, un usage encore minoritaire, timide, mais plus développé parmi les 15-24 ans. Dernier élément hein, sur ce tableau rapidement brossé de cette génération, l'IA, qui là encore est un sujet qui traverse à la fois les citoyens, mais aussi bien évidemment les entreprises et les salariés des entreprises. On a des moins de 35 ans là qui sont encore une fois beaucoup plus nombreux à déclarer avoir confiance dans l'intelligence artificielle. Hein. Alors c'est majoritaire. En moyenne, 54% des Français ont confiance dans l'intelligence artificielle. On fait beaucoup d'études là-dessus et quand on creuse, c'est une confiance un peu à distance parce qu'on n'a pas très bien en tête ce que c'est l'intelligence artificielle. Mais sur le principe, la moyenne des Français déclarent avoir confiance. C'est 65%, quasiment 2/3 des moins de 35 ans aujourd'hui sur cette question de l'intelligence artificielle. Moi, je dois dire que j'ai été surpris par le chiffre. Hein. Effectivement, je m'attendais à un chiffre beaucoup plus faible que cela. On va le retrouver après dans le baromètre. Hein. C'est quand même une technologie qui, j'allais dire, dans l'imaginaire, est associée à une forme de progrès. Et tout ce qui est associé quelque part à une forme de progrès, une forme de bénéfice, y compris pour soi, nourrit quand même une forme de confiance. Oui. Le métaverse, j'allais finir là-dessus parce que c'est quand même, là encore, hein, surtout quand on parle de cette génération, là encore, hein, on a parlé d'appétence parce que les usages, on le sait, sont encore au début et au commencement, mais là encore, hein, 35%, vous le voyez, des Français nous disent, bah oui, pourquoi pas le métaverse, même un petit peu en retrait, on est dans une période un petit peu d'interrogation dans l'ensemble de la population. En revanche, vous le voyez, majoritairement, encore une fois, les 15-24 à 57% se disent prêts à utiliser le métaverse également. Oui. Alors Delphine, merci pour cette présentation. Donc ce zoom sur les jeunes, hein, une nouveauté de cette année. Alors j'ai juste une petite question et une remarque. Alors la remarque, c'est que c'est vrai qu'on a coutume de dire que les jeunes sont un peu l'avant-garde des futurs comportements. Et alors sur les usages, notamment le e-commerce, on voit qu'il y a plutôt une baisse et une baisse de confiance. Alors ça veut dire deux choses, soit qu'ils ne sont pas toujours l'avant-garde, soit que ça veut dire que ça nous met un coup de vieux, parce que le e-commerce c'est plus du tout une pratique. Bon c'est vrai, c'est plus du tout une pratique d'avant-garde. Hein. C'est terminé. Ça nous met un petit coup de vieux parce qu'il y a souvent, hein, comme dans ces générations, un déplacement de pratique finalement. Hein. On a vu ensemble qu'ils étaient aussi un peu plus nombreux à déclarer faire de l'achat, de la vente sur les réseaux sociaux. Donc il y a des déplacements de pratique qui ne sont pas en train de nous dire... Les sites de particulier à particulier. Exactement. On parle beaucoup hein, de la revente, de la seconde main, etc. etc. C'est en fait... Je pense qu'il faut qu'on voit ces résultats comme le reflet, encore une fois, des questionnements beaucoup plus profonds qui les traversent, hein, dans leur rapport finalement à la consommation, au mode de consommation, avec évidemment le grand sujet qu'ils ont quand même en arrière-pensée, qui structure assez largement les opinions et les comportements de cette génération, c'est quand même la préoccupation environnementale aussi. Hein. Donc on va avoir toutes ces questions qui les bousculent un peu. On a ça cette année, je pense que c'est extrêmement important de le suivre à l'avenir. On verra si ça se consolide, si ça continue à bouger. Il y a fort à parier que ça continue encore à bouger au cours des années à venir. Oui. Oui, c'est vrai que la préoccupation environnementale pèse beaucoup chez les jeunes dans la baisse dans le e-commerce. Je vois ma fille, effectivement, des cartons. Exactement, hein, c'est la logistique, c'est les cartons, c'est les déplacements, c'est les livraisons, c'est toutes ces questions qu'on mesure en fait hein, et qu'on enregistre dans ce baromètre cette année. Alors ma question plutôt, alors on entend beaucoup parler, c'est vrai, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure aussi, hein, Laurent et Jean-Noël Barrot en ont parlé, on entend parler de phishing, on entend parler de cyberattaque, on entend parler d'usurpation d'identité. C'est des phénomènes de plus en plus fréquents. Est-ce que tout cela, finalement, ça a pesé sur la confiance des Français dans le numérique? Est-ce que ce buzz général, voilà, ça pèse finalement sur le chiffre de la confiance? C'est pas que du buzz, manifestement. C'est assez ressenti. On va voir les chiffres juste maintenant. Les Français sont de plus en plus nombreux à déclarer être en crainte, mais aussi être victimes
d'un certain nombre de fraudes. On a tout ça, on le mesure. Face à ça, on va voir qu'ils se sentent moyennement bien protégés. Le ministre est revenu assez longuement sur voilà, les manières de mieux protéger et peut-être de mieux sensibiliser aussi chacun d'entre nous face à ces risques. On va voir que, en dépit de ce contexte, on a une confiance en hausse. Je reviendrai plus précisément même sur le niveau de la hausse, quelque part un niveau assez historique, et on essaiera ensuite d'expliquer évidemment ce paradoxe entre un sentiment quand même d'être de plus en plus exposé à des fraudes et en même temps une confiance qui grimpe assez significativement, on va le voir cette année. Et ce sera aussi l'objet de la première des tables rondes de tout à l'heure, absolument. Tout à fait. Alors, on le voit ici, et je vais peut-être afficher directement tout ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on en est où? Le chiffre est là, 46% des Français interrogés déclarent avoir confiance dans Internet. On a une hausse donc de 3 points par rapport à 2021. Et regardez la courbe, on est sur le niveau le plus élevé enregistré depuis 2015. Hein. Donc une vraie hausse significative. 3 points, mais surtout un record, d'une certaine manière, de confiance cette année. Alors, elle reste encore partagée, hein, c'est 46, j'ai confiance, 47, non pas confiance quand même. Non pas confiance, elle est partagée, mais encore une fois, on enregistre cette année un niveau qu'on n'avait jamais vu. Alors, on a derrière nous les années, vous le savez, évidemment, confinement, crise sanitaire, modification des pratiques, etc. Et puis surtout, développement, ça a été rappelé à l'instant en introduction, développement de pratiques totalement inédites et massives avec bien évidemment la question du télétravail qui ont aussi alimenté au cours des années cette confiance. Mais on a encore cette année 2022 qui est un peu atypique quand même par rapport aux deux précédentes. On est plutôt en fin de période de crise sanitaire qui continue à enregistrer quand même cette croissance de la confiance au sein des Français. Et pourtant, et voilà le paradoxe. Et pourtant, on a effectivement un climat d'opinion, d'une certaine manière, plutôt négatif et plutôt craintif, avec une déclaration d'escroquerie en ligne plus importante, des escroqueries qui sont donc perçues comme plus fréquentes, plus nombreuses, par une très large majorité de Français qu'on a interrogés. Vous le voyez, 71% répondent que ces escroqueries en ligne sont de plus en plus fréquentes. C'est assez massif. Rappelez les chiffres qu'on a vus précédemment. Première fois qu'on atteint ce chiffre quand même de 70%, 7 sur 10, quasiment. Il y a un phénomène de probabilité derrière. Plus on pratique, forcément, plus les occasions d'attaque sont nombreuses. Voilà, exactement. Et on voit d'ailleurs qu'on est, selon l'âge, plus ou moins exposé aussi à ces escroqueries. Il y a un phénomène de fréquence, il y a un phénomène aussi d'usage et de capacité aussi à se protéger plus ou moins, à se prémunir plus ou moins. Et on voit que selon les générations, bien évidemment, on n'est pas tout à fait au même niveau, d'une certaine manière. On parlait d'inégalité territoriale, il y a aussi clairement une question générationnelle sur ces questions. Alors, on continue là-dessus. Un nombre de victimes donc en hausse, déclarés en hausse par rapport à 2021. Vous le voyez, 45% déclarent avoir été victimes au cours de l'année. C'est en hausse de 3 points par rapport à 2021. Alors là, on est clairement sur une question d'usage aussi. Plus les usages sont nombreux et plus les usages sont fréquents, plus évidemment les risques d'être victimes sont élevés. On le voit chez les 15-24 dont j'ai longuement parlé tout à l'heure. Ce sont ceux qui déclarent le plus évidemment avoir été victimes, avec une hausse aussi chez eux, 64% versus 45% en moyenne. C'est assez cohérent avec ce qu'on a vu précédemment. Ce sont ceux qui ont l'usage le plus développé, notamment des réseaux sociaux, avec de nouveaux usages aussi, qui déclarent, on l'a vu tout à l'heure, avoir une confiance un petit peu plus mesurée quand même dans tout ça. On voit aussi que l'expérience a joué d'une certaine manière, puisqu'ils sont les plus nombreux à déclarer avoir été victimes. Face à ça, l'autre question, effectivement, qu'il faut garder en tête, c'est que non seulement ce sentiment d'exposition, finalement, augmente, mais que face à ça, les Français nous répondent « je me sens pas bien protégé ». Et surtout, je me sens même de moins en moins protégé. Comme si plus les usages se développaient, plus on avait du mal quand même à se protéger. Vous le voyez, les chiffres sont assez faibles. Quel que soit
le risque sur lequel on les interrogeait, piratage des données, phishing, virus, appel à faux dons, etc. Quel que soit le risque, finalement, les pourcentages sont en dessous de 50%. C'est-à-dire qu'on a moins d'une moitié de Français qui se déclarent bien protégés face à chacun de ces risques. Et surtout, regardez les petites flèches sur la droite, on a le sentiment d'être surtout de moins en moins protégés. On a des baisses quand même assez significatives, de moins 3 points, moins 3 points, moins 6 points, moins 4 points, etc. Donc l'ensemble des risques auxquels on est confronté sont perçus de plus en plus importants et en face, on a le sentiment d'être de moins en moins protégés. Alors, qu'est-ce qui est efficace face à ça, C'est toujours, et c'est quand même le cœur de vos travaux et de notre étude et de notre baromètre, comment on fait pour mieux protéger et avec comme objectif final, évidemment, de consolider la confiance. Et les leviers. Les leviers, les moyens de protection, on le voit, il y a peu de choses qui sont perçues comme réellement très efficaces. Il y en a une, et il faut la garder en tête, parce que clairement, c'est un levier fort. Là, l'authentification forte, sur laquelle 2 tiers des Français, 70%, nous disent « oui, je me sens vraiment rassuré et je me sens vraiment protégé grâce à l'authentification forte ». Arrive ensuite l'information. On en a parlé aussi ce matin, la sensibilisation, l'information, la communication aussi autour des risques et le développement de l'authentification par reconnaissance faciale ou empreinte digitale à 57 et 56%. On est quand même à 10 points au-dessus déjà en termes d'efficacité. Et vous voyez, ces deux-là reculent plutôt, sont perçus comme finalement de moins en moins protecteurs au fil des années. Donc il y a assez peu dans le paysage de techniques, d'outils qui paraissent vraiment très protecteur. Alors comment on fait? Ça a été aussi un des points sur lequel le ministre a réagi tout à l'heure. Est-ce qu'on se sent armé finalement sur le plan personnel, individuel à faire des choses? Et est-ce qu'on fait des choses? Vous le voyez, on a quand même là encore des chiffres qui nous montrent que seule une minorité est agissante d'une certaine manière, prend les devants et essaie par soi-même de mettre en place des techniques de protection. Regardez sur la droite déjà, 1 tiers nous dit rien, aucune action mise en place face à ces risques. Pour ceux qui tentent quelque chose, on le voit, 46%, et c'est quand même général, nous disent je tente de renforcer ma vigilance sur Internet. On reste à un niveau quand même assez générique, avec des populations plus âgées qui sont un peu plus, j'allais dire, engagées dans cette tentative d'être vigilants sur Internet. 30% et 30% seulement disent installer des logiciels, des applications pour se protéger davantage. Alors on parle d'antivirus, on parle de pare-feu, etc. C'est un peu plus élevé parmi les plus jeunes, 41%, mais ça reste une minorité quand même des 15-24 ans et un petit peu plus élevé chez les hommes que chez les femmes, on le voit ici. 15% seulement déclarent changer d'adresse mail ou de numéro de téléphone pour se protéger. Là encore, les jeunes sont un petit peu plus proactifs, mais seul un quart d'entre eux le font. Et puis 13% enfin déclarent réduire leur utilisation Internet. Je m'arrête une seconde là-dessus quand même. 13% en moyenne déclarent être plutôt enclins à réduire leur utilisation d'Internet, ce qui est quand même sans doute le signe de quelque chose. Mais c'est 20% parmi les 15-24 ans. Vous vous rappelez tout ce qu'on a vu précédemment sur quand même l'évolution du rapport de ces jeunes aux nouvelles technologies, à Internet, aux réseaux sociaux, etc. On le retrouve ici aussi. C'est quand même la partie de la population qui déclare le plus. Et 20%, c'est pas rien quand même. 2 sur 10 de ces 15-24 ans déclarent être prêts à réduire leur utilisation d'Internet pour se protéger face aux risques qu'on a évoqués ensemble. C'est quoi, c'est une génération Larzac aussi ? Une génération, c'est peut-être pour répondre aux interrogations de l'interview ce matin, c'est peut-être le début quand même d'une forme de prise de conscience. Alors, on l'a évoqué ce matin. Alors après, il y a des Larzac sur d'autres sujets. Avec le développement durable et tout, c'est assez cohérent finalement. Ouais. C'est cohérent. Là, la question portait vraiment sur la protection au risque, d'une certaine manière, mais ça entre effectivement dans un questionnement plus global quand même de retrait d'une certaine manière, ou en tout cas de modération. Je pense qu'on peut l'appeler ainsi, de modération dans cette génération.
Et le chiffre que tu présentes, là, 33% qui ne tentent rien, effectivement, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la seconde table ronde sur les leviers. Voilà, il y a le sentiment un peu d'être désarmé quand même, démuni en tout cas, qui est assez inquiétant quelque part. Tout à fait. Il y a aussi ce sentiment qu'on n'est ni très formé, ni très informé d'une certaine manière. On parlait tout à l'heure de campagne de communication. Et d'un passeport numérique pour les jeunes dès la sixième, etc. Ouais. Avec voilà, cet objectif quand même de sensibilisation et de formation face à ces risques. Alors, on vient de le voir, effectivement, la confiance progresse, heureusement, malgré tout, même si ça reste quand même, on l'a dit, une faible majorité, enfin plutôt une minorité d'ailleurs, 46-47, excuse-moi. Donc malgré un contexte anxiogène, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe sur lequel on va pas mal disserter aujourd'hui? On va essayer de creuser en tout cas ce matin. Beau paradoxe, il est vrai, on va le voir en fait. À l'analyse, cette hausse de la confiance, je vais le redire, elle est quand même assez significative et surtout, c'est une forme de record. Il faut s'en satisfaire quand même dans ce tableau un petit peu anxiogène que je viens de présenter. D'où elle vient? D'où elle est nourrie? Elle est nourrie, on va le regarder à l'instant, par des usages qui se sont consolidés au fil de l'année et qui sont porteurs d'une certaine manière de confiance parce qu'ils sont porteurs de bénéfices. Ils apportent quelque chose à chacun d'entre nous, à quand même une grosse partie de la population qui aujourd'hui bénéficie d'une certaine manière de ces usages des nouvelles technologies dans pas mal de domaines. Et on va regarder tout de suite de quel domaine notamment il s'agit. Donc la confiance, elle repose évidemment sur cette question des usages, mais pas tous les usages, on va le regarder, pas dans n'importe quelle condition et pas avec n'importe quel impact. C'est vraiment une confiance qui repose sur des usages qui ont de vrais bénéfices pour nos Français. Petit mapping très facile à comprendre. On a une espèce de carré magique là-haut à droite qui nous présente ici les usages qui sont élevés. On fait beaucoup d'usages e-administration, e-banking et e-commerce, donc des usages élevés et en même temps des usages qui suscitent une confiance forte, sur lesquels on y va. Avec moins de crainte, avec plus de confiance, de sécurité, de protection, on l'a dit, des données, de l'identité, de toutes ces choses-là. Donc ces usages-là, les trois notamment, qui sont dans ce carré magique en haut à droite, l'e-administratif, e-commerce, e-banking, à la fois se développent et entretiennent ce mouvement et cette dynamique de la confiance, d'une certaine manière. Plus on en fait et plus finalement on alimente la confiance. Chose intéressante à regarder, on va y revenir juste après. Au milieu du graphique, on est à la frontière. On pourrait basculer dans cette espèce de carré magique des usages qui se développent et nourrissent la confiance. C'est l'e-santé. On n'y est pas encore complètement. On est un peu à mi-chemin encore une fois. On a un usage qui est quand même élevé, de plus en plus élevé, mais on n'a pas encore complètement basculé dans l'usage qui fait de la confiance, qui est porté par la confiance en forme de cercle vicieux d'une certaine manière. Sur le reste, on le voit, on a des réseaux sociaux qui, oui, sont très utilisés, on le sait, avec un fort usage, mais qui en revanche restent assez faibles en termes de niveau de confiance et donc participent assez peu à ce mouvement de progression de la confiance globale d'une certaine manière. Et puis, en bas, on a plutôt des choses qui sont encore sur des usages relativement faibles. On le sait, l'intelligence artificielle et le coffre-fort numérique qui, du coup, ne participent que très peu à cette consolidation de la confiance globale. Tout à l'heure, on va parler de l'e-santé, justement, de la position de l'e-santé sur ce mapping avec Nicolas Castoldi, de la PHP. Ouais. Tout à fait. Et je pense que c'est un vrai sujet qui sera abordé effectivement lors de la table ronde. Très clairement, ce qu'on voit, c'est que, oui, on accepte la technologie et les nouveaux usages digitaux et technologiques dès lors, qui sont perçus comme apportant un vrai bénéfice. C'est notamment, évidemment, le sujet en termes de santé et notamment en termes de prévention de santé. On a vu que l'e-santé, de manière globale, était encore un peu à mi-chemin, mais dès lors qu'on parle de prévention de santé, on voit là qu'il y a un vrai usage perçu comme bénéfique pour la population. Vous le voyez, on a des niveaux de confiance là. Rappelez-vous la confiance globale. On est quand même beaucoup plus haut là sur la question des dispositifs numériques pour faire de la prévention en matière de santé. 2/3, 69% des Français déclarent accorder leur confiance dans ces dispositifs numériques pour la prévention en matière de santé. Et c'est renforcé par l'usage. Je parlais de cercle vertueux
plus on est en usage, plus la confiance se développe. Vous voyez, hein, chez les non-utilisateurs de santé, ceux qui ne l'ont jamais fait, la confiance s'élève à 25%. On est loin, hein, on est encore très bas. Parmi ceux qui ont basculé d'une certaine manière et qui ont déjà pratiqué ces dispositifs numériques, vous le voyez, la confiance, elle s'élève à 72%. Quasiment 3/4 de ces utilisateurs qui ont confiance dans ces dispositifs en matière de prévention de santé. Autre domaine, et c'est un domaine bien évidemment, lui aussi, comme la santé, au cœur, on le sait, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, un domaine au cœur des préoccupations des Français, c'est celui de l'environnement, bien évidemment, et de la transition énergétique. Vous le voyez là encore, la confiance est très forte dans Internet, dans les nouvelles technologies mises à disposition pour protéger l'environnement et aussi sa consommation énergétique de manière plus générale. Vous le voyez, 68% de tiers, là encore, nous disent avoir confiance dans Internet et les nouvelles technologies pour suivre, maîtriser, réduire sa consommation énergétique et son empreinte grâce aux outils développés. Quand on dit faire confiance pour réduire votre consommation par les temps qui courent, bien évidemment, c'est un vrai sujet. On est quand même dans une problématique aiguë de pouvoir d'achat aujourd'hui. Ce sont des outils qui sont perçus et vus vraiment comme aidants, d'une certaine manière, et bénéfiques sur cette question propre de la réduction et en tout cas de la maîtrise de sa consommation énergétique. Donc là, avec un levier économique, clairement. Un levier économique et un levier très micro, finalement, très individuel. Mais le levier, il n'est pas seulement, et c'est ça qui est intéressant, je pense, et c'est ça qui fait aussi la force de ces résultats, il n'est pas seulement individuel, il n'est pas seulement micro, il est aussi macro. Regardez le deuxième item, le même pourcentage, 65% de tiers aussi, nous disent que ces outils sont bien et qu'ils ont confiance en ces outils pour préserver l'environnement et améliorer la consommation énergétique, cette fois-ci globale et macro. Bon, donc on a bien là les deux niveaux, le niveau très personnel individuel, le niveau macro, et des nouveaux usages et des nouvelles technologies qui sont vraiment perçus comme des source de progrès. Le progrès est une question, on le sait, débattue dans l'opinion depuis quelques années, mais ça, c'est un vrai progrès. Et on va le garder comme une très bonne nouvelle. Et du coup, on voit bien comment ils raisonnent finalement, nos Français. Ils sont méfiants forcément parce qu'ils sont de plus en plus victimes. Ils ne se protègent pas très bien. En revanche, ils vont choisir finalement. Ils vont adapter finalement leur comportement avec un objectif simple, choisir ceux et pratiquer ceux qui apportent un bénéfice. Finalement, on le voit ici, la transmission de données, c'est un vrai sujet, vraie question. On a parlé tout à l'heure de protection de données et on sait que c'est un sujet extrêmement sensible. On est prêt à le faire, et franchement, on voit les résultats ici. On est prêt à le faire à condition, évidemment, qu'on en perçoive un bénéfice. Et là encore, on retombe sur cette idée de progrès, qu'il soit individuel ou plus largement général. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour la transmission de données personnelles? Oui, dès lors que ça permet de simplifier les démarches administratives, améliorer son suivi médical, 68%, sécuriser bien évidemment ses transactions, 66%, ou éviter un déplacement, donc gagner du temps, c'est ça que ça veut dire, dans la vie à 70%. Et on est encore largement d'accord sur toutes les, j'allais dire, pratiques et usages qui permettent, encore une fois, de recevoir un bénéfice. Regardez le dernier. On parlait tout à l'heure de questions environnementales. Est-ce qu'on est d'accord, on autoriserait la transmission de données pour suivre, maîtriser et réduire sa consommation énergétique? 59%, c'est encore un petit peu mesuré, mais parmi ce tableau général, vous le voyez, c'est le seul qui progresse largement depuis 2021 avec un plus 4 points. Donc là encore, une acceptation plus grande sur ce sujet de la transmission des données dès lors qu'on se dit que cela sera bénéfique en matière de consommation énergétique. Je continue là-dessus. On a rapidement regardé le métaverse sur les plus jeunes tout à l'heure. Là aussi, on va choisir. On va choisir ces pratiques et on va considérer que le métaverse, oui, on est pour. On est franchement plutôt tenté dès lors que ça sert à se divertir ou à se former, à apprendre. On voit bien qu'on est prêt à y aller pour suivre des cours, faire tout ce qui est concerné les loisirs, participer à des réunions publiques. On est prêt aussi encore, on le voit,
même si c'est une minorité, à le faire pour apprendre et travailler. En revanche, pour tout ce qui est consommation, faire des achats ou échanger sur ces univers particuliers, on voit qu'il y a une réticence quand même très très forte. C'est une minorité d'à peu près un tiers, voire un quart des Français se dit prêt à y aller. Donc plutôt les loisirs que le commercial. Les nouveaux de paiement, là encore, un oui, mais un oui conditionné. Oui, mais si c'est essentiel. Oui, si c'est essentiel, mais si ce n'est pas considéré comme, encore une fois, très bénéfique et très essentiel. Donc, 56% nous disent oui, on est prêt à le faire pour le paiement en contact via sa carte en magasin, etc. En revanche, on le voit, hein, les scores sont beaucoup plus faibles à partir du paiement par reconnaissance faciale, le paiement sans contact via son smartphone, etc. Tout ce qui n'est pas jugé finalement essentiel parce qu'on peut le faire autrement, d'une certaine manière. Donc là, les chiffres sont assez minoritaires et vous le voyez, ils sont surtout assez largement en recul hein, depuis la dernière édition. La géolocalisation, toujours vrai progrès. Hein, là, on parle vraiment de géolocalisation et reconnaissance faciale à des fins commerciales. Être identifié par son smartphone dès qu'on rentre dans un magasin ou être identifié par un système de reconnaissance faciale pour faciliter son parcours d'achat. Là, on est vraiment sur le registre commercial et on le voit, hein, les Français sont très timorés encore. Hein, 39% seulement se disent intéressés par l'identification par smartphone. C'est en recul de 7 points par rapport à 2021 et un tiers seulement sur l'identification par la reconnaissance faciale. Là aussi, recul de 6 points depuis 2021. Donc encore une fois, une méfiance qui s'accroît plutôt sur des usages qui sont perçus uniquement à des fins commerciales. Oui, alors les choses sont bien faites puisqu'effectivement beaucoup des éléments que tu as présentés là et des chiffres, on va les reprendre évidemment dans les deux tables rondes qui vont venir. Alors voilà, tu en as parlé tout à l'heure avec les jeunes, hein, les crypto-monnaies, les NFT, nouveaux usages, peu répandus encore, mais bon, est-ce que les Français d'une manière générale, cette fois-ci pas simplement les 15-24, sont prêts à sauter le pas? Est-ce qu'ils ont confiance? On va voir, il y a des freins, mais là encore, l'usage est souvent un levier. Forte réserve, hein. Très clairement. Face aux crypto-monnaies, on le voit, une confiance qui s'élève à 26%, un quart aujourd'hui des Français. On le compare à ce qu'on a mesuré en confiance générale, on est quand même à 20 points en dessous. 26% de confiance parmi les Français par rapport aux crypto-monnaies. Mais toujours pareil, on en a parlé d'usage payant dans le titre. Plus on pratique, plus on est confiant. Les non-utilisateurs ont une confiance à hauteur de 11%, c'est-à-dire quasiment nulle. Les utilisateurs, eux, 3/4 d'entre eux, ont confiance dans les crypto-monnaies. Donc une fois, j'allais dire, quand on les sait, on est quasiment acquis aux crypto-monnaies. NFT, sur quelque chose d'encore plus, j'allais dire, fragile d'une certaine manière, mais là encore, hein, on a des utilisateurs qui se révèlent très vite, hein, parce que là, c'est en un temps très accéléré, convaincus par l'achat NFT. Hein, 21% des Français seraient prêts à le faire. C'est le cas quand même à 89% de ceux qui ont déjà acheter des NFT qui seraient prêts à recommencer. Hein. Donc, on a une énorme différence entre les non-utilisateurs et puis les pratiquants, les primo-pratiquants d'une certaine manière des NFT. Parce que c'est une petite catégorie, c'est une élite, sans jugement de valeur. Toute petite élite, mais qui là encore nous intéresse. Et l'intérêt de ce baromètre, c'est d'être un baromètre. Ça nous permet de suivre quand même d'année en année les évolutions. On est un peu, là encore, au début de l'histoire. On verra comment les choses évoluent. Alors les leviers, voilà, tu poses la question, tu me tends la perche pour la seconde table ronde. Donc voilà, est-ce qu'il y a quand même des leviers pour augmenter cette confiance dont on a vu 46, bon, qu'on peut faire encore mieux, même si elle progresse. Je suis d'accord avec toi. On peut faire mieux. Il y a quand même des choses qui marchent. On va le regarder. Super, c'est rassurant. On a une difficulté, on l'a vu. Hein. De toute façon, on a un contexte quand même, on le sait, hein, de anxiogène d'une certaine manière avec les escroqueries et les risques. On a une difficulté, mais on a quand même une prime très claire à tout ce qui va apporter de la réassurance très concrète, très palpable d'une certaine manière, que chacun d'entre nous peut constater le remboursement des banques, les garanties techniques de sécurité, on le voit, hein, c'est ceux qui arrivent en priorité parmi les leviers, les éléments qui peuvent réassurer, consolider la confiance. La certitude que votre banque vous rembourse en cas de piratage, c'est 30% des réponses. La certitude que vos données puissent être supprimées, évidemment, on parlait tout à l'heure de protection de données, 24%, des garanties techniques de sécurité, 22%. Donc il y a des choses qui marchent. C'est pas facile, on voit qu'on n'est pas non plus sur des niveaux très très élevés de confiance, mais c'est des choses qui produisent un effet, évidemment, et alimentent quand même la réassurance.
Sujet abordé tout à l'heure, absolument. Sujet de l'interview tout à l'heure, la souveraineté des données. Alors là, pour le coup, alors je pense qu'il y a, le ministre l'a rappelé, un exercice de pédagogie à faire sur ce qu'on met derrière souveraineté et ce qu'on fait pour la souveraineté. On voit que là, dans l'opinion, c'est encore très loin. On est très distant de ça. Est-ce que le fait que les données soient hébergées en France ou en Europe rassure? On le voit, on n'atteint pas les 10%. Et le fait que les données soient partagées, cette fois-ci uniquement en France ou en Europe, même résultat avec 8% seulement. Donc il y a énormément effectivement de travail de conviction à faire aussi sur la question de la souveraineté des données. Excuse-moi, et d'ailleurs, le ministre disait tout à l'heure que la souveraineté, c'était pas simplement le cloud, mais c'était aussi la 5G, c'était aussi la quantique, c'était de mémoire, il y avait la cyberdéfense, les logiciels de cyberdéfense. Donc il y a pas mal de sujets sous souveraineté, pas simplement hébergement des données. Il y a beaucoup de sujets et des sujets complexes, on le sait, qui sont pas forcément accessibles à chacun d'entre nous. Mais il y a un levier là, sur l'identité numérique certifiée. Alors là, on a des chiffres sur vraiment, est-ce que d'abord on y recourt? Oui, on y recourt et on y recourt de plus en plus s'agissant de France Connect. Vous le voyez, 58%, presque 60% des Français nous disent oui, j'utilise déjà ce type de compte. Et là, on est en forte progression par rapport à 2021 avec un 13 points. C'est moins le cas des autres identités numériques certifiées, vous le voyez, qui plafonnent, même si elles augmentent un tout petit peu, plutôt à moins de 20%. C'est important parce que c'est un vrai levier, parce que non seulement on y a recours de plus en plus, mais surtout, ça donne confiance. 64% de nos Français interrogés disent que recourir à cette identité leur donne confiance et davantage confiance s'agissant de leur démarche en ligne. Vous le voyez, c'est assez significatif et c'est encore plus vrai parmi les populations les plus âgées d'une certaine manière. Ça donne aussi confiance sur un autre registre, dans le cas des achats sur des sites d'annonces entre particuliers. Là encore, on est en interpersonnel, il y a beaucoup de méfiance. Ce recours, encore une fois, vraiment consolider la confiance pour 72% des Français et on le sait aussi pour les plus âgés d'entre eux. Nouvelle méthode d'authentification, là, vraiment, on est à la recherche, évidemment, dans le baromètre, vous le savez, sur tous ces leviers de confiance. Ces nouvelles méthodes d'authentification, je vais passer assez rapidement, le résultat est assez clair. Elles sont nouvelles et déjà, elles arrivent quand même à rassurer une moitié des Français. Donc il y a quelque chose à creuser et à consolider, mais plus on est satisfait de ces nouvelles méthodes, parce qu'elles sont faciles à utiliser, et plus on les fréquente, et plus on est rassuré, et plus le niveau de confiance global, le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, augmente. 46%, on l'a vu tout à l'heure, des Français ont confiance dans Internet. Quand on a recours à ces nouvelles méthodes et quand on s'en dit satisfait et rassuré, vous le voyez, le chiffre de confiance globale monte à 61%. Donc c'est un vrai levier pour nourrir la confiance globale à l'égard d'Internet. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit, il y a peu de pratiques quand même, mais quand même, en intention, 2 tiers seraient prêts à accepter les cookies sous réserve, évidemment, que ça les protège contre l'usurpation de leur compte. Donc, on est à la recherche, on le voit bien. On fait peu de choses, mais on cherche quand même des techniques et des moyens pour mieux se protéger. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup.